Alors, la traditionnelle désormais présentation du labo BI et Big Data. Donc l'an dernier, pour ceux qui s'en souviennent, on a eu des révélations assez dingues sur les études que vous faites sur les intrusions extraterrestres dans le territoire aérien français dans le sein du labo. Donc on va continuer sur cette même lancée cette année. Valérie, est-ce que tu peux nous parler du labo, de votre activité, de ce que vous faites, et ensuite j'irai un peu plus sur votre rôle, vos rôles respectifs au sein du labo et la manière dont il est organisé. D'accord. Pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui sont ici en interne, donc le labo BI et Big Data a été créé fin 2015. Alors, on n'était pas très nombreux, nous étions un officier, Guillaume qui était en stage de thèse et moi-même. Donc l'idée de ce labo, c'était de faire venir les personnels du ministère pour venir incuber des projets au labo sur des structures propres au labo, parce que bien sûr sur nos structures intranet, on ne peut pas installer ce qu'on veut parce qu'on doit respecter un certain cadre de cohérence technique. Donc, le labo a grandi depuis fin 2015 et aujourd'hui, nous sommes 16, donc avec des data analystes, des data scientists, des experts IA, des apprentis, des fonctionnaires, des contractuels, des militaires, des stagiaires, donc tout statut confondu. Et Guillaume est toujours là. Et Guillaume aujourd'hui est docteur et est devenu mon adjoint depuis cette année. Donc tous les ans, on essaie de monter une marche, comme on dit. On a un escalier et on se donne un objectif de monter une dizaine de marches. Donc récemment, on a grimpé la marche de la recherche et on a 2 thésards chez nous. Et l'an prochain, de nouveau. Et la prochaine marche, c'est l'ouverture plus vers les startups, même si on a commencé cette année, mais vraiment mettre en place un programme Boost Startup pour travailler beaucoup plus avec eux et surtout aller s'inspirer de ce que peuvent faire les startups, les challenger aussi et voir ce qu'on peut faire aussi en interne. Travailler plus avec les écoles, comme on a pu faire actuellement avec Epita. Et je salue Nicolas Boutry, le directeur de la majeure intelligence artificielle, s'il nous suit, parce qu'on a un beau programme dans lequel sur lequel Guillaume va revenir. Et on va pouvoir travailler avec 9 étudiants Epita pendant 1 an. Et c'est suite au premier hackathon saison 1 de l'an dernier qu'on a pu faire cette convention avec Epita. Et peut-être d'autres avec certains étudiants qui nous suivent, au moins d'autres écoles comme Epitech, avec qui on a commencé à parler de cette convention. Bon, maintenant, je passe la parole Je vais à continuer à Guillaume. poser des questions. Ah oui. Ah oui. Alors justement, est-ce qu'on peut en Oui. parler un peu plus? Oui. Tu parlais d'étudiants qui ont été identifiés ou sélectionnés ou retenus suite à la première édition du Energy Data Hack. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu construire des projets avec eux? Quels sont ces projets de manière un peu plus concrète? Et comment est-ce que vous avez pu repérer finalement ces 9 étudiants, tu disais? Alors, c'est pas nous qui les avons repérés. En fin de compte, c'est Epita qui a mis en ligne un appel à projet, qui nous a contactés et on a proposé 2 projets d'intelligence artificielle que Guillaume peut vous parler plus en détail. Et du coup, on a 9 étudiants à 250 heures par an qui pourront travailler sur des sujets d'intérêt pour le ministère des Armées. Donc, je laisse peut-être Guillaume présenter ces 2 projets en détail et techniquement. Et non, si tu toujours m'autorises. pas. Guillaume, ouais. Oui, sur. Et donc justement. Oui, non, sur les. Tu veux en faire une autre? Non. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, on va tourner le dos et puis. Oui, donc, comme disait Valérie, en fait, on a déposé 2 projets, un tourné autour donc de ce qu'on appelle l'HTR. Donc, en fait, c'est tout ce qui est reconnaissance manuscrite.
via des techniques de vision par ordinateur. Et puis le deuxième projet qu'on a déposé, c'est sur tout ce qui gravite autour de la segmentation d'instances. Donc en fait, c'est grosso modo essayer d'identifier plusieurs objets qui peuvent être présents dans des images. Alors à chaque fois, bien évidemment, c'est contextualisé par rapport au monde de la défense. Autour de la segmentation d'instances, ça va être sur des images, enfin sur des objets spécifiques au monde de la défense, donc certains types de matériel utilisés dans les armées, puis d'autres types d'objets un peu plus communs. Et pour tout ce qui va être reconnaissance manuscrite, là c'est un vrai challenge. Parce que bon, le ministère des Armées est un ministère qui a un devoir de mémoire et qui a en son sein un certain nombre d'archives. Et là, aujourd'hui, on a pu en fait numériser à peu près 500 km de documents. Donc derrière, c'est une volumétrique assez conséquente et des documents qui datent entre le 17e et fin début 20e plutôt. Donc derrière, avec des caractéristiques qui sont singulières, que l'on retrouve pas forcément sur des corpus classiques mis à disposition en ligne, tout comme le premier projet finalement. Donc pour les étudiants, après, ça va être une expérience assez riche, parce que finalement, ils vont travailler avec nous l'équivalent de 3 mois à peu près. Donc ils seront au total 9, répartis en 2 équipes. Et le ministère, donc plus précisément le labo, on va les accompagner donc pour qu'ils puissent monter en compétence d'une part sur ces problématiques-là, et ensuite faire en sorte qu'ils puissent aboutir à une solution qui sera peut-être à l'état d'une preuve de concept, car bien évidemment, ça sera peut-être pas encore complètement abouti, mais après nos équipes, bien sûr, en interne, sont là pour pérenniser et passer à l'échelle ces premiers développements. Donc c'est une nouvelle méthode en fait sur laquelle le labo travaille donc depuis la fin de la première saison du hackathon. Sans doute on trouvera encore d'autres formes de collaboration. Le labo dès le départ a été très ancré avec le monde de l'apprentissage et on a eu pendant très longtemps une bonne majorité de nos équipes qui faisaient leur apprentissage chez nous. Aujourd'hui, ils se sont transformés en doctorants et puis à terme se transformeront peut-être encore en autre chose. Quand tu dis autre chose, je sais pas, je commençais un peu à divaguer, à partir un peu loin. Mais merci d'avoir souligné ce point. c'est pour bien comprendre. Merci. En ovni, en autre chose. Vous faites des expériences sur les gens? On prend ça pour un oui, qui ne dit mot consent, docteur Guillaume. Je suis pas très à l'aise d'un coup. Alors, j'ai d'autres questions. Guillaume, tu parlais des doctorants ou des personnes qui sont devenues doctorants. Est-ce que c'est ton cas? En fait, tu arrives en 2015. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours auprès de Valérie? Parce qu'on vous voit, moi je vous côtoie au quotidien, et on peut dire, moi l'image qui me vient à l'esprit, c'est Guillaume et Valérie, Valérie, Guillaume et Valérie. Donc il y a une sorte de symbiose qui s'est créée au sein de cette relation, et je trouve ça très beau d'ailleurs. J'en profite pour le souligner aujourd'hui. Je vais vraiment y répondre. Non, plus sérieusement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours au Ouais. sein du labo et de ce que toi tu as trouvé qui a fait que voilà, tu as su t'épanouir dans cette. Tu sais qu'en plus, quand j'ai un fou rire, je m'arrête jamais, mais c'est pas grave. Oui, donc le labo a été créé fin 2015. Moi, concrètement, je suis arrivé en avril 2016, donc le labo avait déjà une existence. C'est vrai qu'au départ, il était tourné vers ce qu'on appelle la BI, donc la Business Intelligence, donc en gros tout outil qui permet de faciliter l'exploration de données. On est très très loin des activités actuelles où aujourd'hui, voilà, on travaille sur du big data, on fait pas mal de data science sur des volumes de données assez conséquentes. Et puis, on a des cas d'usage aussi qui ont beaucoup évolué depuis la création du labo. Mais globalement, voilà, je suis arrivé en 2016. On a commencé dès le départ, j'ai envie de dire, à monter en compétence sur les sujets du big data, à proposer des architectures au ministère. Architectures qui après ont pu être reprises par différents grands programmes qui aujourd'hui vont nous permettre à terme d'avoir, on va dire, un socle assez conséquent sur ces sujets-là. Ça a permis aussi en 2017 de monter en compétence sur tout ce qui gravite autour de la data science, d'acculturer les métiers sur ces sujets-là, de faire un certain nombre de preuves de concept qui
pour certains, ont abouti à des projets qui sont toujours en production. Donc ça, c'est quelque chose d'assez satisfaisant. Et de fil en aiguille, on s'est perfectionné, on est rentré dans certaines complexités pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont d'intérêt pour le ministère. Les 2 exemples que j'ai donnés à Epita, c'est 2 parmi une trentaine qu'on réalise nous en interne chaque année au niveau de nos équipes. Donc les cas d'usage sont très variés, la dynamique est plutôt intéressante là-dessus. Depuis peu, il y a la recherche qui revient au sein du labo. Finalement, on l'avait un peu perdu une fois que j'avais fini ma thèse. On a pu recréer cet écosystème-là. Ce matin, j'avais la chance encore d'être à Polytechnique et à l'INRIA pour discuter avec des chercheurs sur des nouveaux projets de recherche sur lesquels on va partir là en septembre. Donc voilà, donc en fait, le labo a fêté, ou va fêter plutôt sa 7e bougie cette année. J'ai pu déjà en souffler 6 et c'est vrai que il y a une vraie symbiose entre moi et Valérie, puisque on est un peu ce qu'on appelle les fondateurs du labo. Et on l'a vu évoluer, et il a surtout évolué grâce aux nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc sans cela, je pense que c'est une belle réussite, quoi. Je sens d'ailleurs une pointe Tu sens d'émotion. l'émotion. Merci. Mais du coup, comment vous faites le choix des sujets aujourd'hui au labo? Qu'est-ce qui guide aujourd'hui le choix de travailler sur tel ou tel sujet, le choix d'aller vers tel ou tel domaine? Puis ensuite, la question, ce sera, et du coup, qu'est-ce qui fait que vous choisissez tel ou tel profil pour rejoindre l'aventure du labo? Au niveau des projets, au tout début du labo, c'était surtout entre guillemets le labo qui était porteur de projet. Parce que déjà, il fallait qu'on se fasse connaître. Les métiers en 2015-2016 n'avaient pas forcément eu suffisamment d'acculturation pour identifier des cas d'usage d'intérêt après en fonction de leurs problématiques. Donc au tout départ, on était vraiment lanceur d'idées. On arrivait des fois avec des prototypes déjà fonctionnels, alors que la direction ou l'armée nous avait pas sollicité directement pour travailler sur ce sujet-là. Une fois que ça a pris, donc très rapidement finalement, on a un peu inversé la force, et c'était surtout les métiers qui venaient nous solliciter avec des problématiques, des cas d'usage. Et là, finalement, on était dans ni plus ni moins de la réalisation. Donc ça nous a permis de découvrir beaucoup de champs qui a permis au labo aussi de monter en compétences et d'être en capacité en tout cas d'apporter une solution à beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui dans le domaine de la data science et de l'IA plus largement. Et c'est pour ça qu'en 2020, début 2021, on s'est dit faut qu'on, c'est bien, on est en phase entre guillemets avec le métier, donc c'est plutôt bien, mais on perd entre guillemets un peu en termes d'innovation parce que finalement le besoin vient du métier, et on voulait changer un peu cette force et faire en sorte que l'on arrive avec de nouvelles choses auxquelles le métier n'aurait pas forcément pensé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a 4 thèses, 2 qui sont démarrées, 2 sur lesquelles je suis en train de terminer les sujets avec les 2 doctorants. Donc en fait, elles seront mises en route très rapidement. Et là, on a commencé à chercher de nouvelles approches qui permettront de changer la manière de faire, et indirectement la solution, la possibilité de rendre solubles certains problèmes auxquels les métiers font face. En rentrant rapidement dans la technique, par exemple, on a une thèse aujourd'hui qui a été démarrée autour de ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, pour faire en sorte à terme que que l'administration d'architecture de type cloud soit assez automatisée, on va dire, dans tout ce qui gravite autour de l'allocation de ressources, et que l'allocation de ressources se fasse de manière intelligente, c'est-à-dire de pouvoir, en fonction de l'usage, adapter les ressources en temps réel. Derrière, ça peut être un sujet d'intérêt pour le MINARM, sachant qu'on a beaucoup de data centers, beaucoup de ressources, mais qui des fois sont peut-être pas forcément optimisées, et ça vient en plus rejoindre des politiques qu'il y a aujourd'hui autour de l'écologie, sur les data centers, etc. Une autre thèse qui a démarré aussi, c'est autour de ce qu'on appelle la fléau des dimensions.
Nous, on fait beaucoup de décisionnel. En tout cas, on fait en sorte d'analyser de la donnée pour pouvoir permettre derrière d'extraire des caractéristiques qui, in fine, mènent à prendre une décision. Et un des problèmes les plus récurrents, c'est ce qu'on appelle le fléau de la dimension. Donc, c'est voilà, d'avoir tellement de dimensions qu'à un moment donné, on peut plus rendre possible certains calculs parce que il y a trop de dimensions. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit les dimensions, mais on perd de l'information. Enfin bref, on a voulu avoir une autre approche en disant bon, on prend tout en compte et on arrive quand même à derrière appliquer des modèles en prenant tout en compte. Donc, pour s'amuser entre guillemets, on a pris en compte la plus grande base de données européenne qui est le SNDS dans le domaine des SIAG. Et là, l'idée, c'est de pouvoir, en prenant tout le parcours, par exemple, de soins d'un Français, enfin là, du coup, d'un sous-ensemble de la population française, d'arriver à réaliser des tâches de classification, de segmentation dessus. Et puis là, les 2 nouvelles thèses qui ont démarré, c'est une thèse autour plutôt du traitement automatique du langage pour alors, j'ai du mal à toujours le prononcer en français, mais en gros, c'est pour désambiguiser en fait des termes. Parce qu'en règle générale, désambiguiser. Merci. Ouais. Mais en règle générale, dans la langue, surtout française, il y a beaucoup de termes qui peuvent paraître ambigus. Et quand vous faites des traitements automatiques après sur des chaînes de caractères, il faut faire en sorte que la machine arrive aussi à comprendre certaines nuances, certaines subtilités. Donc, on a des travaux qui vont démarrer là-dessus. Et d'autres travaux, mais là, c'est plus orienté maths, autour de l'analyse topologique des données. Donc, en gros, c'est d'extraire des structures géométriques dans des données et d'apprendre sur ces structures géométriques, d'en extraire des caractéristiques pour pouvoir après faire des tâches d'apprentissage dessus. Donc, c'est ce que je faisais du coup ce matin. Ça m'a donné un peu mal à la tête. Donc voilà, et ça, c'est des choses. Et là, le cas d'application derrière, c'est de pouvoir mieux travailler sur des données, par exemple, physiologiques, pour que des médecins puissent faire de l'anticipation sur certains phénomènes de type transition de phase. Par exemple, quand une personne va tomber dans le coma ou lorsqu'une personne, par exemple, va être dans différentes phases de sommeil pour pouvoir mieux les déceler qu'avec les approches classiques. Donc voilà, donc ça, c'est des nouveaux domaines sur lesquels on investit un peu de temps, bien évidemment des moyens, et qu'on viendra après réintégrer dans des projets soit déjà existants pour les améliorer, soit dans de nouveaux projets qui peuvent voir le jour grâce à ces travaux, quoi. Merci Guillaume. Et du coup, les profils, Valérie, que vous recrutez Oui, et puis surtout, pour compléter ce que Guillaume vient de dire, nous, maintenant, on est vraiment identifié dans le paysage de l'intelligence artificielle et on s'est rapproché du comité de coordination de l'intelligence artificielle de la défense et on a recruté une chef de projet IA qui travaille à 50% au labo et 50% auprès du coordinateur d'intelligence artificielle. Donc, elle fait le lien entre cette personne qui est Michael Krajewski, que vous avez vu, qui a ouvert le hackathon. Bonjour Michael. Et le labo BI. Donc, du coup, maintenant, on est référent officiel IA pour le SGA. Donc là, c'est une belle avancée. La note vient d'être signée. Donc, c'est une belle avancée avec ce recrutement d'une personne en chef de projet IA. Donc, les profils, donc, à part Alix qui nous a rejoint en chef de projet IA, donc, bien sûr, donc, on a des profils très, très divers et très spécifiques. On a des data analystes et on a des data scientists. Donc, ça peut être des apprentis, donc moins expérimentés, mais qui sont là pour se former pendant 2 ans. Et jusqu'à des data scientists confirmés. D'ailleurs, on recrute un data scientist confirmé. Donc, c'est parmi, alors là, on a en face de jeunes étudiants, mais voilà. Donc, on recrute et nos apprentis, généralement, si ça se passe bien pendant les 2 ou 3 ans qu'ils sont avec nous, on arrive à les fidéliser et leur offrir un contrat. C'est ce qu'on a fait l'an dernier avec 4 contrats, du moins 4 apprentis qui sont devenus contractuels, dont 2 thésards. Et l'an prochain, on en fidélise encore 2. Donc, tous les ans, on fidélise nos apprentis. Donc, aussi pour les jeunes qui font ce hackathon,
Le but, c'est de vous démarquer des autres, de vous faire repérer, parce qu'on est en pleine recherche d'apprentis, data scientists et DevOps. Donc, n'hésitez pas à vous démarquer et envoyer vos CV au labo. Et voilà. Donc, c'est le but aussi de ce hackathon. C'est un but de recrutement. Alors, au labo, mais dans d'autres structures, hein, parce qu'il y a le service du commissariat des armées qui recherche aussi, la DGA, il me semble. Donc voilà. Bon, là, je parle au nom du labo, mais au ministère, on recrute des apprentis et puis bien sûr des contractuels. Donc n'hésitez pas à vous faire démarquer en apportant vos solutions les plus ingénieuses possibles. Merci. Du coup, tu disais c'est Alix qui vous a rejoint Oui. récemment. Oui, Et Alix est dans le public. Est-ce qu'on ouais, peut Alix est dans le voir public, elle peut venir. Ah bah Alix. tiens, du coup Alix, oui, tu es déjà debout pour nous rejoindre. Je vais t'inviter à venir t'asseoir à côté. On peut l'applaudir pour l'encourager. Hein, elle est ravie de venir s'installer. Voilà. Alors, du coup, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir être camouflé sur le canapé. Je vais partager mon micro. Oui. Voilà. Donc, j'avais d'autres questions. Alix, bonjour. Donc, comment est-ce que tu es traité au labo? Comment s'est passée ton intégration et tes premières semaines, tes premiers mois? En fait, j'étais en apprentissage gracieusement recueilli par Valérie et Guillaume. Du coup, en fait, ils m'ont rappelé gentiment il y a quelques mois en me proposant ce poste. Et donc, je vais pas dire du mal de l'équipe, évidemment. Mais voilà, ça se passe bien. Et avec Amélie. Quand tu dis évidemment, je ne veux pas dire du mal de l'équipe, c'est que sinon tu pourrais dire du mal. Avec Amélie. Amélie, c'est quoi l'histoire avec Amélie? Tu peux nous en dire un peu plus, Valérie? Du coup. Non, Alix, c'est un profil particulier parce qu'elle travaille au labo avec Guillaume et moi, et aussi avec la CCAD, avec Amélie. Amélie. Est-ce qu'on a Amélie dans la salle? Amélie qui est déjà debout, qui lève la main pour se faire reconnaître. Ben, Amélie, je t'invite donc à nous rejoindre aussi. Ah, finalement, on va l'applaudir chaleureusement. Bonjour Amélie. Ce sourire ravi et à demi crispé qui me dit tu vas le payer à la fin de l'interview. Amélie, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein du ministère? Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis la commissaire principale Amélie Bourdon-Audet. Donc, je travaille, comme Valérie l'a indiqué, au sein de la CCIAD, donc qui est la cellule de coordination en intelligence artificielle de défense, qui est rattachée à l'Agence de l'innovation de défense, rattachée au délégué général pour l'armement. Ça va, tout le monde a suivi? Très bien. Ok. À peu près. Donc, cette cellule un peu particulière au sein de l'AID, puisqu'elle est chargée de fédérer, rassembler, un peu coordonner tous les projets et programmes du ministère qui contiennent de l'intelligence artificielle. Donc, c'est extrêmement vaste. C'est pas que au sein de la DGA. Donc, on est amené à travailler avec les forces, donc terre, marine, évidemment, avec le commissariat des armées, bien entendu, et évidemment le SGA aussi. Et donc, voilà. Et donc, Alix nous a rejoint depuis le 1er avril au sein de la cellule, parce que c'est une toute petite cellule. On est 4. Donc, avec Alix, 5, plus effectivement le capitaine de vaisseau Savoyant, qu'on a vu aussi, qui sera membre du jury. Le capitaine de vaisseau. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et j'en oublie un. Et un réserviste également, Jean-Christophe Noël, qui est réserviste armée de l'air. Voilà. Donc, ce que j'entends là, c'est qu'il y a pas mal de passerelles, c'est qu'il y a un travail d'équipe, Oui. c'est qu'en fait, c'est assez riche. Ça, je te fais peur, non? Ouais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va me tomber dessus après? Justement, j'ai une question moi, sur les profils. Donc, on a parlé des profils, sur les recrutements, et c'est bien que vous soyez là nombreux. Il y en a d'autres. Hein. Philippe, je sais que tu trépignes pour monter sur scène, mais je suis désolé, tu prendras trop de place sur le canapé, Philippe. On va pouvoir avancer juste. Les contractuels. Philippe, je te promets, je vais te faire monter sur scène parce que c'est important que vous revoyiez Philippe Leblanc avec nous aujourd'hui. Alors, juste sur les profils, donc on a plusieurs statuts pour entrer au sein du ministère. Est-ce qu'on peut travailler sur tout type de projet aujourd'hui, quel que soit le statut, ou est-ce qu'il y a des restrictions particulières par rapport à ça?
Non. Tu parlais de contractuel, par exemple, ou de est-ce qu'on a la liberté d'action sur les différents projets et on est oui, alors, bien sûr, si vous rentrez en tant que contractuel, pour travailler sur les données du ministère, vous devez avoir une habilitation. Et une fois que vous avez cette habilitation, vous pouvez travailler sur les données en lien avec le niveau d'habilitation que vous avez. Autrement, les apprentis travaillent sur certaines données non protégées au sein du labo, mais nos contractuels habilités peuvent travailler sur nos données. Avant d'inviter... Et nos militaires, bien sûr, d'autant plus. Merci Parce Valérie. que nous avons aussi des militaires au sein du labo. Nous ne sommes pas que des civils, même si nous faisons partie du SGA. Les locaux, tu peux en toucher 2 mots, Valérie? Je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur l'espace de travail. Alors, les locaux viennent d'être aménagés. Ils sont. Alors, on est rentré dans la partie réflexion de travailler autrement. Donc, on a réhabilité nos bâtiments. Alors, bon, c'était des anciens bâtiments. Ça faisait 30 ans qu'ils n'ont pas été réhabilités. Donc, on a réhabilité nos bâtiments et on a équipé pour les bureaux, pour faire du flex office, du coworking. Voilà, donc on est plutôt en mode start-up maintenant au sein du labo. Et pour les participants internes, je les invite à venir nous rendre visite rapidement. Et pour les lauréats, je crois qu'il y a une visite du labo qui est prévue avec une présentation de certains de nos sujets sur lesquels on travaille. Très bien. Et du coup, avant de conclure, puisque Philippe, tu n'arrêtes pas d'insister, donc ça me déconcentre, je vais te demander de venir à côté de moi aussi. Donc on va applaudir très fort. Bienvenue, on va y arriver, on va y arriver. Donc Philippe, comme vous pouvez le constater, qui est un peu plus costaud que moi, bienvenue. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai tous fait venir et pourquoi on est assis dans ce canapé? Comment tu te sens, Philippe, à côté? Très bien. Alors, moi j'ai des questions. On a parlé du labo, on a parlé de... Moi, ce que je veux traduire aujourd'hui aux participants, c'est 2 choses. La première, c'est qu'on peut travailler au ministère des Armées et travailler dans une ambiance agréable, fun, concrète. On amène des choses techniques, poussées. On a les moyens de faire du travail assez technique et de le faire très bien. Mais on peut le faire aussi dans une ambiance très agréable. On peut le faire avec le sourire. On peut le faire en uniforme. On peut le faire en étant jeune. On peut le faire en étant docteur, pas docteur. Donc, c'est assez ouvert à tout le monde dans une ambiance très agréable. En tout cas, c'est ce que moi, je suis en train de vivre depuis 2 jours. Peut-être pas les gens qui sont autour de moi là sur le canapé, mais moi, c'est le cas. Philippe, tu étais hyper enthousiaste. Pourquoi je t'ai fait venir? Parce que de tous vos mentors, on tient ici le mentor le plus enthousiaste de tout le hackathon. D'ailleurs, c'est le mentor le plus enthousiaste aussi, que j'ai jamais... Et pardon? Il y a le commandant Rémi aussi. Hein. Mais il est pas... Ah, il est caché, il est caché, il est caché, il est caché. Il est caché. Bah, écoute, tu vas venir sur les genoux de... Non, non. Amélie, tu vas où? Eh ben, très bien. Rémi, tu vas pouvoir t'installer. On va parler un petit peu des mentors. Merci Amélie. On peut l'applaudir aussi, elle a le droit aussi. Ça vous donne une image des mentors. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu caché. Alors, je vais vous passer la parole. Juste en 2 mots, Philippe. En 2 mots. Hein. On va pouvoir juste partager ce qui fait votre enthousiasme. Et en fait, moi, vraiment, j'étais bluffé par l'investissement que vous y mettez, par l'envie d'accompagner les participants qui sont internes ou externes, surtout les étudiants, parce que voilà, il y a des choses à faire. Vous êtes ouverts à les accueillir, à les recevoir. Et du coup, qu'est-ce qui fait cet enthousiasme? Est-ce que vous avez des primes pour faire ça? Je commence à répondre. Ouais. Non, l'enthousiasme, il se résume, je dirais, en 2 points rapides. Hein, pour le coup, tu me demandes de faire vite. 2 points rapides, hein, mais pour le coup, non, c'est tout simplement le fait de pouvoir partager. Je rejoins totalement ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, donc Valérie et Guillaume, de pouvoir partager une expérience autour du monde de la donnée. Et c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau pour les administrations publiques, pour le ministère des Armées également. Et donc ça, c'est une sorte de remise en question perpétuelle de nos usages
et de voir de nos savoir-faire. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Donc, là, je parle venez nous voir, venez vers nous. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et deuxièmement, pourquoi on est enthousiaste? C'est parce que, et là, pour le coup, c'est l'événement qui le veut. Donc là, c'est l'équipe qui porte cet événement. C'est cette volonté de voir transformer par briques, par petites briques, juste d'apporter au moins une réflexion. Si c'est une solution, tant mieux, mais au moins une solution à des questions qu'on se pose parfois depuis longtemps et pour lesquelles on n'avait pas forcément les moyens de travailler pour trouver une réponse. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir se dire, tiens, on commence dans le cadre du Data Hack Energy à pouvoir y apporter des solutions, à minima des réflexions, c'est quelque chose qui est intellectuellement gratifiant, donc, pour nous comme pour les étudiants. Donc voilà. Super. Merci beaucoup. Rémi, tu voudrais ajouter quelque chose? Moi, je voudrais juste enfoncer un peu le clou, dire exactement la même chose. Même si c'est beaucoup de travail pour nous, c'est aussi énormément de satisfaction de voir l'enthousiasme qui est des participants, de voir les très bonnes idées qui nous apportent à chaque fois. Et surtout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on essaye de garder l'esprit ouvert, même s'il est parfois un peu contraint par le métier. Mais un regard nouveau, un regard d'étudiant, c'est toujours enrichissant et ça nous apprend énormément. Donc, merci à vous, en tout cas, de participer et de nous aider. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je ne peux que vous encourager à faire appel à vos mentors, à toutes les personnes. Alors, Guillaume aussi en fait partie. Il y en a d'autres à faire appel à eux. Ils sont motivés, ils sont sympathiques, ils sont compétents. Donc, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça et ils sont ravis de le faire. Non, j'ai pas dit marrant, Philippe. Certains sont marrants. Non, mais ils sont marrants aussi. Et en effet, ils ont le sens de l'humour. Et heureusement pour moi, parce que là, je ferai pas le poids, je pense, très longtemps ici, sinon. Voilà. Donc, je vais te laisser le mot de la fin, Valérie, pour conclure ce lancement de hackathon. Moi, je vous remercie vraiment chaleureusement. On a vraiment pris, en tout cas, j'ai pris plaisir à être parmi vous pendant ces 2 jours et j'espère que ça continuera sur les 2 prochaines semaines. Voilà. Sinon, je disparais. Alors moi, je remercie beaucoup alors les mentors, les porteurs de projets. Déjà, parce que sans eux, le hackathon n'aurait pas eu lieu. Je remercie aussi la capsule, même si des fois Yacine est un peu lourd, mais on l'aime bien. Et sans eux, le hackathon n'aurait pas eu lieu non plus. Je remercie aussi les travailleurs de l'ombre qu'on n'a pas vu forcément sur le canapé comme Camille. On peut peut-être la faire venir. Merci Camille, on va applaudir Camille là. Et puis je remercie aussi les participants internes qui ont passé du temps avec nous pendant 2 jours et les participants externes qui, j'espère, seront nombreux. Aux dernières nouvelles, il y a quand même pas mal d'équipes d'inscrites sur Challengers et je remercie surtout les jeunes étudiants des pays européens comme l'Espagne et la Pologne qui nous rejoignent. Bravo à eux. Surtout que nous, on parle français, on ne fait pas l'effort forcément de parler votre langue, mais sachez que Yacine est là et Caroline pour répondre à vos questions en langue anglaise principalement. Après, essayez, vous pouvez vous exprimer dans la langue que vous voulez. On a des traducteurs qui pourront traduire en anglais au moins. Et merci à tous et voilà, je n'ai plus rien à rajouter. Super. Bonne continuation, bon challenge à tous.